En tant que quadragénaire ayant passé l'essentiel de ma vie à étudier la physique, je dois admettre que j'avais une idée complètement fausse. Je croyais que chaque objet avait qu'une seule trajectoire dans l'espace, un seul chemin. Mais dans cette vidéo, je vais vous prouver que ce n'est pas le cas. En réalité, tout explore toutes les voies possibles en même temps. Débutons par une expérience de pensée simple. Disons que vous êtes à la plage quand tout à coup vous voyez votre ami en difficulté dans l'eau. Vous voulez aller l'aider le plus rapidement possible, alors quel chemin devriez-vous prendre pour y arriver? Le chemin le plus court est une ligne droite, donc vous pourriez vous diriger directement vers lui, mais vous pouvez courir plus vite que vous ne pouvez nager, et ce chemin nécessite plus de natation. En alternative, vous pourriez courir le long de la plage pour minimiser la distance à travers l'eau. Mais maintenant, la distance totale est plus longue qu'elle ne devrait l'être. Il s'avère donc que le chemin optimal se situe quelque part entre les deux. Pour être précis, cela dépend des vitesses auxquelles vous pouvez courir et nager. Maintenant, vous pourriez reconnaître cette relation mathématique car c'est exactement la même loi qui régit la lumière passant d'un milieu à un autre. Donc, la lumière prend également le chemin le plus rapide du point A au point B. Étrangement, en tant qu'humains, nous pouvons visualiser notre destination et déterminer l'itinéraire optimal. Mais la lumière? Je veux dire, comment la lumière sait-elle comment se déplacer pour minimiser son temps de trajet? Voici où réside mon malentendu. Je projette un faisceau laser. La lumière va simplement dans une direction. Je lance une balle. La balle va simplement dans une direction. Vous savez? J'aurais répondu, il n'y a rien d'étrange à cela. La lumière part du point A dans une certaine direction, puis un peu plus tard, elle rencontre un nouveau milieu. Et en raison des interactions locales avec ce milieu, elle change de direction pour finir au point B. Si vous découvrez plus tard que parmi tous les chemins possibles, la lumière a pris le moins de temps pour aller de A à B, je ne penserai pas qu'elle optimise quoi que ce soit. Je crois que c'est ce qui arrive quand la lumière suit les règles locales. Mais maintenant, je vais vous prouver que la lumière ne se dirige pas dans une seule direction. Au lieu de cela, elle explore vraiment tous les chemins possibles. Et il en va de même pour les électrons et les protons, toutes les particules quantiques. Ainsi, le fait que nous voyons les choses sur des trajectoires bien définies est en quelque sorte l'illusion la plus convaincante que la nature ait jamais conçue. Et la façon dont cela fonctionne se résume à une quantité connue sous le nom d'action. Dans une vidéo précédente, nous avons montré comment un scientifique obscur, Maupertuis, a fait une proposition convenable selon laquelle il devrait y avoir une quantité appelée action, qu'il a définie comme la masse multipliée par la vitesse multipliée par la distance. Et il a affirmé que tout suit toujours le chemin qui minimise l'action. Hamilton a montré plus tard que cette action est équivalente à l'intégrale sur le temps de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. L'action était utile et une manière alternative de résoudre les problèmes de physique, surtout lorsque les lois de Newton deviennent trop encombrantes. Mais ensuite, autour du tournant du XXe siècle, l'action est apparue au cœur d'une révolution scientifique, la naissance de la mécanique quantique. Tout cela a commencé avec l'éclairage électrique en Allemagne. Imaginez la vie dans les années 1890, l'électricité étant plus largement disponible, au moins dans les centres urbains ainsi que les ampoules. C'était nouveau. C'était littéralement la nouvelle chose à la mode. L'Allemagne voulait remplacer tous leurs lampadaires à gaz par des ampoules électriques. Une question importante était donc, comment maximiser la lumière visible émise par un filament chaud? Des scientifiques d'un institut de recherche allemand, le PTR, ont étudié la quantité de lumière émise par différents matériaux en fonction de la température. À basse température, chaque matériau émettait son spectre caractéristique, surtout dans l'infrarouge. Mais au-dessus d'environ 500 degrés Celsius, tous les matériaux commençaient à briller de la même manière, avec une distribution de lumière presque identique. Plus l'objet était chaud, plus l'énergie émise à chaque longueur d'onde était importante et le pic de la distribution se déplaçait vers la gauche. Mais il ne saisissait toujours pas le fonctionnement théorique. C'était donc la prochaine étape logique, n'est-ce pas? Si vous pouvez comprendre comment cela fonctionne théoriquement, alors vous pouvez utiliser cette théorie pour potentiellement concevoir vos produits. Ils ont commencé par imaginer l'objet le plus simple possible, un qui absorberait toute la lumière qui tombe dessus et émet parfaitement des radiations en fonction de sa température.
Ils ont imaginé un trou dans un cube métallique. Ce trou est un corps noir parfait, car toute lumière qui y brille entrera directement, rebondira à l'intérieur et finira par être absorbée. Mais cela en fait aussi un émetteur parfait. Toute radiation à l'intérieur du cube peut s'échapper par le trou sans entrave. Les théoriciens ont supposé que les électrons dans les parois du cube vibreraient en émettant des ondes électromagnétiques. Ces ondes rebondiraient ensuite sur les autres parois. Quand vous avez deux ondes de la même fréquence, où l'une se déplace vers la droite et l'autre vers la gauche, elles peuvent interférer de telle manière qu'elles créent des endroits où il n'y a pas d'amplitude d'onde, ce sont des nœuds, et des endroits où il y a une amplitude d'onde maximale, les antineudes. Des ondes comme celle-ci sont appelées ondes stationnaires, car elles ne se déplacent pas vraiment vers la gauche ou la droite. Et à l'intérieur d'une cavité, avec suffisamment de temps et de réflexion, ce ne sont que ces ondes stationnaires qui survivent. Toutes les autres s'annulent simplement. Ainsi, une sorte d'ordre émerge du chaos. En 2D, les ondes stationnaires ont cette apparence. Pour des longueurs d'onde plus courtes ou des fréquences plus élevées, davantage de modes de vibration peuvent être adaptés à l'intérieur du cube. De sorte qu'en 3 dimensions, le nombre total de modes est proportionnel au cube de la fréquence, ou 1 sur lambda cubé. On s'attendait à ce qu'il y ait de plus en plus d'ondes à l'intérieur du cube à mesure que la longueur d'onde diminuait. Cela a directement conduit à la loi de Rayleigh-Jeans. Pour les longueurs d'onde plus élevées, cela concordait avec les données expérimentales, mais à des longueurs d'onde plus courtes, la théorie divergeait de l'expérience. En fait, elle prédisait qu'aux longueurs d'onde les plus courtes, une quantité infinie d'énergie serait émise. Ceci, pour des raisons évidentes, est devenu connu sous le nom de catastrophe ultraviolette. La personne qui a résolu ce problème était Max Planck. Mais Planck a failli ne pas faire d'études en physique. Parce que quand il avait 16 ans, il est allé voir son professeur et lui a demandé « Eh bien, peut-être que je pourrais faire carrière en physique. » Et son professeur a répondu qu'il ferait mieux de trouver un autre domaine de recherche, car la physique était essentiellement une science complète. Vous savez, il y avait juste quelques petits problèmes qu'il devait résoudre. Mais à part ça, c'était fini. Mais Planck n'a pas écouté. En 1897, il était lui-même professeur, et pendant les 3 années suivantes, il a lutté pour trouver une explication théorique au rayonnement du corps noir. Il a essayé approche après approche, mais quoi qu'il ait tenté, rien n'a fonctionné. Il a dit « J'étais prêt à sacrifier toutes mes convictions précédentes sur les lois physiques. » Puis, dans un, je cite, acte de désespoir, il a fait quelque chose que personne n'avait pensé à essayer. Selon la physique classique, l'énergie d'une onde électromagnétique dépend uniquement de son amplitude, pas de sa longueur d'onde ou de sa fréquence, et elle peut prendre n'importe quelle valeur arbitraire. Donc, tout atome pourrait émettre une longueur d'onde lumineuse quelconque, avec une quantité d'énergie aussi faible que possible. Mais Planck a tenté de restreindre l'énergie afin qu'elle ne puisse exister qu'en multiple d'une quantité minimale, un quantum. Et il a rendu l'énergie d'un quantum directement proportionnelle à sa fréquence, E égale hf, où h est simplement une constante. Pensez à ce que cela fait au rayonnement provenant du corps noir. À une température donnée, les atomes dans la cavité ont une gamme d'énergie. Certains en ont un peu, quelques-uns en ont beaucoup, et la plupart ont leur énergie quelque part entre les deux. Pour un rayonnement de longue longueur d'onde et de basse fréquence, l'énergie hf d'un quantum est faible. Donc, tous les atomes ont assez d'énergie pour émettre cette longueur d'onde et le spectre correspond très bien à la prédiction de Rayleigh-Jeans. Mais à des longueurs d'onde plus courtes, des fréquences plus élevées, l'énergie d'un quantum augmente. Et maintenant, tous les atomes n'ont pas assez d'énergie pour émettre cette longueur d'onde. C'est pourquoi l'expérience diverge de la prédiction classique. Le spectre atteint un pic puis commence à tomber, car de moins en moins d'atomes ont assez d'énergie pour émettre un quantum de ce rayonnement. Et il arrive un moment où aucun des atomes n'a assez d'énergie pour émettre un quantum. Donc ici, le spectre doit tomber à 0. Avec cette approche, Planck a obtenu une nouvelle formule pour le spectre de rayonnement.
Maintenant, tout ce qui lui restait à faire était d'ajuster le paramètre h, et lorsqu'il a fait cela correctement, sa formule correspondait parfaitement à l'expérience. Mais il était en quelque sorte troublé par sa propre formule, car pour lui c'était juste un tour de passe-passe mathématique, il n'avait aucune idée de pourquoi cela fonctionnait, c'était purement formel, et surtout, il n'avait aucune idée de ce que représentait ce h. Je veux dire, il avait introduit une nouvelle constante physique sans aucune raison. Il a écrit « Une interprétation théorique devait être trouvée à tout prix, peu importe le coût. » Ainsi, à partir de ce moment, il s'est consacré à en trouver une. Il a ensuite réfléchi que, après plusieurs semaines du travail le plus ardu de sa vie, la lumière est apparue dans l'obscurité et une perspective nouvelle, inimaginable, s'est ouverte devant lui. Il introduit ce que nous appelons maintenant la constante de Planck, et elle a des unités d'action. La constante de Planck H est un quantum d'action. Planck a plus tard proposé que chaque fois qu'un changement se produisait dans la nature, il serait un multiple entier de ce quantum d'action. C'est donc un peu effrayant. Cette percée qui met en marche la théorie quantique introduit l'action, non pas l'énergie ni la force, l'action. Cela vous donne un indice. Au début, le quantum d'action a reçu peu d'attention. Jusqu'à ce qu'un employé de bureau de 26 ans entre en scène. En 1905, Albert Einstein a affirmé que la théorie de Planck n'était pas seulement un tour de passe-passe mathématique. Elle nous disait que la lumière se présente en paquets discrets, ou photons, chacun ayant une énergie hf. Einstein a utilisé cette intuition pour expliquer l'effet photoélectrique, comment la lumière peut éjecter des électrons d'un métal, mais seulement lorsque la fréquence est suffisamment élevée. Si la fréquence est trop basse, aucun électron ne sera émis, quelle que soit l'intensité. L'idée de quantification s'est répandue. 8 ans plus tard, Niels Bohr essayait de comprendre comment un atome peut être stable s'il a une charge positive au centre et des électrons négatifs qui tourbillonnent autour de lui. Pourquoi ne tournent-ils pas simplement autour du noyau en rayonnant leur énergie en cours de route? Il soupçonne que quelque chose de discret cache une activité suspecte, dit-il. Cela semble être la nouvelle leçon ambiguë et étrange du nouveau quantum d'action. Bohr se rend compte que lorsque l'électron tourne autour du noyau, il a un moment angulaire. La masse multipliée par la vitesse multipliée par le rayon. Ainsi, le moment angulaire a les mêmes unités que l'action. Et donc, ce qu'il décide de faire est de discrétiser le moment angulaire orbital sans bonne raison. Il ajoute que le moment angulaire de l'électron ne peut être que d'une, 2 ou 3 unités de la même quantité h. Comme il parle de mouvement circulaire, les facteurs 2π interviennent, donc c'est nh2π qu'on appelle maintenant nh bar. Ceci sort de nulle part. Il semble n'y avoir absolument aucune bonne raison pour que le moment angulaire soit quantifié. Mais en le faisant, Bohr trouve les bons niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Lorsqu'un électron saute d'une orbite supérieure à une orbite inférieure, la différence d'énergie est émise sous forme de photons d'une couleur particulière de lumière, reproduisant exactement le spectre de l'hydrogène. Et c'était une chose assez surprenante à découvrir. Je pense que c'était vraiment convaincant. Prenez une quantité avec des unités d'action et appliquez-lui une forme de quantification discrétisée de manière ponctuelle. Bien que cela ait fonctionné de manière spectaculaire, personne ne pouvait le comprendre. Autrement dit, 11 ans plus tard. Pour son doctorat, Louis de Broglie réfléchissait aux récentes découvertes en physique. Et sa grande intuition était que si la lumière pouvait être à la fois une onde et une particule, alors peut-être que les particules de matière pourraient aussi être des ondes. Il a proposé que tous les électrons, les ballons de basket, les personnes, absolument tout a une longueur d'onde. Et il a défini cette longueur d'onde de manière analogue à la lumière, comme la constante de Planck divisée par l'élan de la particule ou la masse multipliée par la vitesse. Maintenant, si un électron est une onde, la seule façon dont il pourrait rester lié à un noyau dans un atome est s'il existe sous forme d'onde stationnaire. Cela nécessite qu'un nombre entier de longueurs d'onde s'adapte à la circonférence de l'orbite. Vous pourriez avoir 1, 2, 3 longueurs d'onde ou plus. Donc la circonférence de Pierre,
doit être égal à un multiple n fois la longueur d'onde. Nous pouvons substituer l'expression de de Broglie pour la longueur d'onde pour obtenir que 2πr égale nh sur mv. Mais nous pouvons réarranger cela pour obtenir que mvr, le moment angulaire, est égal à nh sur 2π. C'est précisément la condition de quantification du moment angulaire de Bohr. Mais maintenant, nous avons une bonne raison physique pour laquelle il est quantifié. Les électrons, étant des ondes, doivent exister sous forme d'ondes stationnaires pour être liés dans les atomes. Parce qu'ils veulent retrouver l'interférence constructive d'une orbite stable. Vous obtenez une thèse à partir de cela. C'est plutôt bien. C'est cette nature ondulatoire des objets quantiques qui signifie qu'ils n'ont plus un seul chemin à travers l'espace. Au lieu de cela, ils doivent explorer toutes les voies possibles. Maintenant, j'ai réfléchi et enseigné l'expérience des deux fentes des centaines de fois sans réaliser pleinement cette implication. Dans l'expérience des deux fentes, j'ai l'impression que ce que je fais mentalement, c'est de me dire que le faisceau n'est pas parfaitement droit et qu'il va forcément intersecter les deux fentes, étant donné leur proximité. Mais ensuite, j'ai entendu cette histoire à propos d'un professeur enseignant l'expérience des deux fentes, et tout est devenu limpide. Le professeur explique la configuration. Des électrons sont tirés un à un à travers deux fentes pour être détectés sur un écran. Parce que vous ne pouvez pas dire avec certitude par quelle fente la particule est passée, la mécanique quantique nous dit qu'elle doit passer par les deux en même temps. Donc, pour obtenir la probabilité de trouver une particule quelque part sur l'écran, vous ajoutez simplement l'amplitude de l'onde passant par une fente à l'amplitude de l'onde passant par l'autre fente et vous la mettez au carré. C'est à ce moment-là qu'un étudiant a levé la main. Et si vous ajoutez une troisième fente? Pour calculer la probabilité, il suffit d'additionner les amplitudes des ondes passant par chacune des trois fentes. Le professeur voulait continuer, mais l'étudiant l'a de nouveau interrompu. Et si vous ajoutez une quatrième et une cinquième fente? Le professeur, qui perdait clairement patience, lui a répondu: « Je pense que c'est clair pour toute la classe que vous additionnez simplement les amplitudes de toutes les fentes. C'est la même chose pour 6, 7, etc. » Mais maintenant, l'audacieux étudiant a profité de l'occasion. Que se passerait-il si je faisais des infinités de fentes? De sorte que l'écran disparaisse, puis j'ajoute un deuxième écran avec une infinité de fentes, puis un troisième et un quatrième. Le propos de l'étudiant était clair. Même lorsque nous ne faisons pas une expérience à double fente, quand il s'agit simplement de lumière ou de particules traversant un espace vide, elles doivent explorer tous les chemins possibles. C'est ainsi que fonctionneraient les mathématiques si vous aviez une infinité d'écrans, chacun avec une infinité de fentes. Vous devez additionner l'amplitude de chaque fente. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Selon l'histoire, l'étudiant était Richard Feynman. Bien que l'histoire soit fictive, la logique est irréprochable. Parce que si vous croyez en l'expérience des deux fentes, que vous pouvez dire par laquelle des deux fentes la particule est passée, alors vous devez envisager la possibilité qu'elle passe par les deux. Selon la même logique, chaque fois qu'une particule passe d'un endroit à un autre, vous devez envisager tous les chemins possibles qu'elle pourrait emprunter pour y arriver, y compris ceux qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, y compris ceux qui remontent dans le temps, et y compris ceux qui vont jusqu'au Soleil et reviennent. J'ai l'impression que c'est le cas. Impossible d'aller au Soleil et revenir, il faut rester local. Donc, les mathématiques ne font pas ça. L'expérience de la double fente permet de constater cela, n'est-ce pas? Et prenons la lumière, parce qu'il n'y a pas de complications liées à la vitesse. Si vous dites que ce chemin interfère avec cet autre, alors leurs distances sont différentes. D'accord. Et donc clairement, ils ne peuvent pas avoir la même vitesse. Donc, vous devez considérer des chemins qui ont des vitesses différentes. La manière de Feynman de faire de la mécanique quantique suggère que tout ce qui va d'un endroit à un autre est connecté de toutes les manières possibles. Et Internet est un peu comme ça aussi, nous connectant à tout, n'importe où, à n'importe quel moment. Du moins en théorie. Il existe encore des barrières artificielles, comme les géoblocs et les restrictions de pays qui bloquent certaines parties d'Internet. Mais heureusement, il y a le sponsor d'aujourd'hui, NordVPN, qui peut aider à contrer ces barrières. Connectez-vous simplement à l'un de leurs milliers de serveurs, comme celui-ci aux États-Unis, et vous semblez accéder à Internet depuis cet endroit.
Mon équipe et moi voyageons énormément pour créer ces vidéos et utiliser un réseau privé virtuel change vraiment la donne. Cela nous permet d'accéder aux sites d'actualité et aux articles nécessaires où que nous soyons dans le monde. Et personnellement, j'adore aussi que NordVPN me permette de rester à jour sur ce que font les Canucks au Canada. Pas très bien pour le moment. Les Canucks ont de fortes chances de gagner la Coupe cette saison. Mais pour essayer NordVPN par vous-même, inscrivez-vous sur nordvpn.com/veritasium. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. En le faisant, vous bénéficiez d'une réduction sur un abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts. C'est la meilleure offre, avec une garantie de remboursement de 30 jours. Rendez-vous sur nordvpn.com/veritasium pour l'essayer sans risque. Merci à NordVPN pour le sponsoring de cette vidéo. Revenons maintenant à l'approche folle de Feynman en mécanique quantique. Donc, selon Feynman, chaque fois qu'une particule, un photon ou même un objet macroscopique se déplace du point 1 au point 2, il a une certaine chance de prendre n'importe quel chemin. Et aussi absurde que cela puisse paraître, il a découvert que nous devons inclure tous ces chemins dans notre calcul, chaque chemin étant pondéré de la même manière. Alors pourquoi ne voyons-nous pas tous ces chemins fous? C'est parce qu'il faut encore ajouter leurs amplitudes. Simplifions en imaginant seulement 3 chemins. Voici donc ce que nous allons faire. Tout d'abord, prenons celui-ci. Lorsque l'onde particulaire commence à la suivre, nous démarrons un chronomètre. Elle tourne rapidement en boucle et lorsqu'elle atteint le point final, nous appuyons sur Stop. Nous ferons de même pour les 2 autres chemins. Puis, nous additionnons les flèches, nous élevons le résultat au carré, et cela est proportionnel à la probabilité que la particule ait emprunté ces chemins pour y parvenir. Vu la petite taille de la flèche et du carré, la probabilité que la particule passe de 1 à 2 par ces chemins est faible. Comparons cela avec ces 3 chemins, par exemple. La flèche est désormais bien plus grande. Plus la flèche résultante est grande, plus la probabilité que l'événement se produise est élevée. Maintenant, dans ces exemples, le chronomètre ne mesure pas réellement le temps, il mesure plutôt quelque chose appelé la phase. Tout comme dans l'expérience des 2 fentes, lorsqu'une onde prend un chemin différent du point 1 au 2, elle y arrivera avec une phase différente. Et cette phase est ce qui détermine l'amplitude de l'onde à ce point. Mathématiquement, nous pouvons écrire l'amplitude, notre chronomètre, comme E à la puissance phi, où phi est la phase. Alors que l'onde particulaire suit un chemin, sa phase augmente, enroulant le vecteur autour. Alors maintenant, la grande question est de combien la phase change pour chaque chemin? Pour répondre à cela, imaginez que nous divisons le chemin en de nombreuses petites sections, chacune si petite qu'elle est effectivement droite. Dans chaque section, l'onde particulaire parcourt une distance Δx en un temps Δt. Et l'augmentation de phase est facile à calculer. Elle dépend simplement de la longueur d'onde et de la fréquence de l'onde. Pour trouver l'augmentation totale de phase pour l'ensemble du chemin, on additionne simplement les petites augmentations de phase de chaque section individuelle. Mais nous pouvons substituer lambda égale h divisé par mv de Broglie, et en utilisant E égale hf, nous pouvons remplacer la fréquence. Nous pouvons également simplifier en écrivant h sur 2pi comme h bar pour obtenir cette expression. Ensuite, nous pouvons prendre Δt à droite, et si nous rendons Δt infiniment petit, alors nous pouvons remplacer cette somme par une intégrale. Mais maintenant, dx par dt est simplement la vitesse, donc nous pouvons écrire cela comme mv au carré. Dans le cas le plus simple, l'énergie totale E est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et en substituant cela, il nous reste l'intégrale sur le temps de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Mais attendez une seconde, c'est juste l'action classique. Donc c'est l'action qui détermine la vitesse à laquelle le chronomètre tourne. Au fur et à mesure que la particule se déplace le long d'une trajectoire, son action augmente, et c'est ce qui augmente la phase. Il est important de noter que h bar est minuscule. C'est environ 10 à la puissance moins 34 joules seconde, ce qui est bien plus petit que l'action de n'importe quel objet quotidien.
Cela signifie que la phase des objets ordinaires sur des trajectoires ordinaires tourne des milliards de fois, finissant par pointer dans une direction aléatoire. Si vous considérez un chemin légèrement différent, l'action peut être légèrement différente, disons 0,01 joule-seconde de différence. Cela ne semble pas beaucoup, mais divisez-le par h-bar et la flèche tournera 10 à la puissance 32 fois de plus. Donc, encore une fois, elle pointera simplement dans une direction aléatoire. C'est ce qui arrive à presque tous les chemins possibles, donc lorsque vous additionnez les phases, elles s'annulent simplement, elles interfèrent de manière destructive. La seule exception concerne les chemins les plus proches du chemin d'action minimale, car ces chemins sont à un minimum. Donc, si vous apportez de minuscules modifications au chemin en premier ordre, l'action ne change pas. Ainsi, pour les autres chemins qui sont très proches du chemin d'action minimale, leurs flèches pointent essentiellement dans la même direction. Ils interfèrent de manière constructive et c'est pourquoi ce sont les chemins que nous voyons. Cela explique comment la lumière sait où aller. Je veux dire, ce n'est pas le cas. Elle explore simplement tous les chemins possibles. Mais les chemins que nous finissons par voir sont ceux qui interfèrent constructivement. Et ce sont les chemins d'action minimale. C'est ainsi que la mécanique classique émerge de la mécanique quantique. C'est pourquoi une balle suit la trajectoire qu'elle fait et comment les planètes orbitent autour du Soleil. Elles n'ont pas vraiment une trajectoire précise. Au lieu de cela, il étudie tous les parcours possibles. C'est juste que les particules massives ont de grandes actions par rapport à h-bar, de sorte que seuls les chemins extrêmement proches du vrai chemin d'action minimale survivent. C'est pourquoi elles sont beaucoup plus particulières. Si vous vous intéressez à des particules beaucoup plus petites, comme les électrons ou les photons, les actions sont beaucoup plus petites et il y a donc une plus grande dispersion quant aux trajectoires qu'ils finissent réellement par emprunter. Maintenant, vous pourriez dire, je ne vous crois toujours pas, mais Casper a cette démonstration incroyable qui devrait vous convaincre à 100% que c'est vraiment ainsi que le monde fonctionne. Pour le faire, j'ai une lumière, un miroir et une caméra. Il y a maintenant une infinité de chemins que la lumière pourrait prendre et selon Feynman, nous devons ajouter les contributions de chacun d'eux, y compris les chemins qui vont comme ceci. Vous pourriez maintenant penser qu'il est fou. Je ne suis pas fou, c'est ce qui s'est passé. Une autre possibilité est qu'il pourrait venir ici et partir, ou il pourrait venir ici et partir, ou il pourrait venir où vous aimeriez qu'il vienne et parte. Et il peut aller ici et partir, et ainsi de suite. Ce sont toutes des possibilités. Et chacun de ces chemins a sa propre petite flèche. Donc ce que nous pouvons faire, c'est regarder toutes ces flèches et voir où elles s'alignent. Et donc, si j'allume cette lumière, c'est exactement là que vous la voyez se refléter de sorte que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Maintenant, je vais couvrir cet endroit pour ne plus voir la lumière se refléter. Et ensuite, je vais prouver que Feynman a raison, que la lumière va vraiment aussi comme ça. C'est juste que la plupart du temps, ces effets sont annulés. Maintenant, cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais zoomons sur ce petit morceau juste ici. Puis on observe de multiples chemins et flèches qui tournent en boucle sans fin. Donc, quand vous les additionnez, ils s'annulent tous. Mais que se passe-t-il si je couvre environ la moitié d'entre eux, comme ça? Eh bien, maintenant, quand j'additionne ces flèches, vous voyez soudainement une grande flèche résultante. Et donc, si je peux d'une manière ou d'une autre couvrir ce miroir avec de nombreuses petites bandes, alors je devrais être capable de faire réfléchir la lumière de cette manière, et je peux le faire avec ce morceau de feuille, juste ici sur cette feuille. Il y a environ 1000 lignes par millimètre, et cela devrait suffire pour obtenir cet effet. Alors laissez-moi éteindre les lumières. Alors voyons, je vais l'allumer dans 3, 2, 1. On le voit. On le voit. Ah, c'est tellement cool. Ça a l'air beaucoup plus étrange que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plutôt à voir un seul point, mais il y en a en fait de nombreux où la lumière se réfléchit. Oh, ok. Et juste pour vous montrer que je ne triche pas, voici mon doigt juste en dessous. Même avec la lumière allumée, on voit bien la réflexion de la lumière. Et si on enlève le cache, que voit-on? Eh bien, on retrouve exactement la réflexion normale, celle qui est censée se produire, juste là.
Et puis nous avons maintenant toutes ces réflexions supplémentaires. Tous ces petits suppléments où le motif s'aligne si bien. C'est très très cool. Quand j'en parlais avec un ami, il a dit oui, mais tu utilises un réseau de diffraction. C'est un peu comme tricher parce que tu obtiens toutes ces autres réflexions maintenant. Et cette lumière va dans toutes les directions. Et donc, il y a une autre chose que j'ai été super curieux d'essayer. Je veux aussi faire cela avec un laser où je fais briller le laser juste à côté. Et ensuite, si la lumière prend tous les chemins possibles, nous devrions aussi la voir sortir ici. Cela ne devrait probablement pas fonctionner. J'ai en fait un laser juste ici et nous pouvons voir quand je le fais briller. Il va vraiment juste à un endroit et vous pouvez voir où est cet endroit. Il est juste là-bas, ce qui est à peu près le même endroit où nous avions notre réflexion. Et vous pouvez aussi voir en ce moment que si nous regardons sous cet angle, on ne voit pas du tout la lumière du laser. Je peux voir le laser, mais je dois l'abaisser complètement ici pour commencer à apercevoir la lumière. Mais si je le remonte ici, on ne voit plus la réflexion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer ce film magique juste ici. Oh, et nous pouvons éteindre ceci. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque j'allume les lasers. Attends. C'est pas possible. C'est pas possible? Ça marche. Attends quoi? Regarde où va le laser. Oh mon Dieu. Ça marche vraiment, quoi. C'est certainement la démo la plus cool que j'ai jamais faite. Donc, ce que je faisais, c'est que je tenais le laser, et je peux vous le montrer maintenant. Je le faisais briller comme ça, loin, et vous pouviez toujours le voir se refléter. Mais si je retire ceci, il disparaît. Et si je remets ceci, il apparaît de nouveau. Cela montre vraiment que nous ne pouvons pas éliminer la zone qui donne 0, elle s'annule bel et bien. Et si nous y apportons des modifications astucieuses, nous pouvons démontrer la réalité des réflexions provenant de cette partie du miroir. Ainsi, la lumière, et par extension tout le reste, explore réellement tous les chemins possibles. C'est juste que, la plupart du temps, les trajectoires folles s'annulent par interférences destructives. C'est parce que les actions des chemins à proximité changent rapidement. J'ai étudié la physique pendant la majeure partie de ma vie et j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment apprécié l'importance de l'action et du principe de l'action minimale. Mais maintenant, je crois que j'ai enfin compris. Je comprends finalement pourquoi les physiciens théoriciens parlent rarement d'énergie ou de force quand on leur demande sur quoi ils travaillent. La plupart du temps, ils parleront d'action. Personne en physique des particules n'aborde cette discipline sous un autre angle que celui de la moindre action. Mais nous enseignons la physique de manière historique, et la moindre action est presque comme le petit nouveau dans la compréhension de la physique. Donc oui, nous y arrivons progressivement, mais en réalité, je pense que la vie devient beaucoup plus simple une fois que l'on comprend que ce principe sous-jacent est fondamental. Parce que lorsque vous le faites, tout ce que vous avez à faire est d'écrire le bon lagrangien pour obtenir la bonne action, et les lois de la physique en découlent. Il existe des lagrangiens distincts pour la mécanique classique, la relativité restreinte et l'électrodynamique et ainsi de suite. C'est un cadre mathématique unique qui, une fois que vous l'avez appris, vous permet de l'appliquer à différents endroits de la même manière. La quête de la théorie du tout, n'est-ce pas? Ce qui engloberait toute la physique. En réalité, ce que les gens demandent, c'est quel est ce lagrangien qui peut donner toutes les lois de la physique dans cet univers? C'est vraiment cela qu'ils demandent. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore trouvé, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons coller des choses ensemble, mais nous ne savons pas si c'est la structure mathématique appropriée. C'est donc ce que les gens recherchent.